Bonjour à tous, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de l'événement, c'est-à-dire le Cercle Lozérien de Généalogie qui a pensé à moi pour cette présentation auprès de vous. C'est un véritable plaisir d'être là naturellement, par contre je tiens à vous prévenir que pour cette vidéo j'ai mis en place le moins de montage possible, hein, vous m'excuserez donc des innombrables imperfections, mais on va quand même essayer de faire au mieux. Alors qui suis-je ? Je suis docteur en histoire pour les universités de Caen et de Rouen, en Normandie. Je suis en indépendant depuis octobre 2016 et j'assure régulièrement des cours de paléographie à droite à gauche, mais en particulier aux archives départementales du Calvados. En octobre 2016, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Baptiste Étienne Paléographie, qui vise en fait à proposer mes années d'expérience en tant que chercheur scientifique pour le grand public. Je me propose donc de vous accompagner dans toutes vos démarches en lien avec l'histoire au sens très large. Pour ce faire, je m'appuie notamment sur des partenariats de qualité. C'est le cas par exemple lorsque je travaille avec l'atelier de reliure Les Liens de la Mémoire, qui est spécialisé en conservation des documents patrimoniaux, et ça nous permet de proposer une prise en charge des manuscrits que pourraient posséder un certain nombre de particuliers, vous peut-être, alors que c'est un service qui appartient plutôt habituellement, qui est permis plutôt habituellement, par des institutions et les particuliers n'y ont pas nécessairement accès, sauf à faire des dons. Bref, c'est une proposition alternative. Qu'est-ce que la paléographie ? La paléographie est la science du déchiffrement des écritures anciennes. C'est une discipline qui permet de lire et donc de comprendre et d'interpréter les anciens documents manuscrits. Pour ma part, je travaille essentiellement sur des textes de l'époque moderne. Bon, qu'on vient de définir. De ce point de vue, il est assez simple en fait de comprendre le début de cette période. En termes politiques ou économiques, on peut penser à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, voire la prise de Constantinople en 1453. Il s'avère que la deuxième moitié du XVe siècle correspond à une période de changement également dans les écritures qui tendent de plus en plus vers une forme de cursivité. En gros, à la différence de l'époque médiévale, et même si c'est très discutable, l'écrit prend de plus en plus un tour personnel. Les auteurs, en gros, adaptent leur écriture puisqu'elle se démocratise en quelque sorte. Même si c'est tout relatif. Bon, il est à peu près évident de définir le début de la période moderne, de la paléographie moderne, mais il est plus difficile de déterminer la fin. D'aucuns vous diront que la paléographie s'arrête avec le Moyen-Âge, mais à mon sens ce serait nier l'importance et la spécificité de l'écriture de l'époque moderne. Cela tombe assez bien hein, d'ailleurs, puisque je m'intéresse aux écritures après, à partir du XVe siècle, donc si c'était plus de la paléographie, j'aurais un problème. Mais prenons ce texte-là, par exemple, de 1831. Est-ce que, selon vous, c'est de la paléographie ? Est-ce qu'il rentre dans le champ de la paléographie ? Eh bien non. Pour appuyer ma définition, j'aurais tendance à citer l'ouvrage de Nicolas Buat et de Evelyn van den Est. On exagérerait à peine en disant que c'est le triomphe de l'écriture humanistique dans sa version coulée qui sonne le glas de la paléographie. Et ils ont parfaitement raison. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, on observe la généralisation de l'écriture de type humanistique. Qu'est-ce qu'une écriture humanistique ? C'est une écriture très ronde, hein, proche de la nôtre, coulée. Je ne dis pas qu'aucun texte du XVIIIe siècle ne peut présenter de difficultés. Mais il ne nécessite plus d'apprentissage de la paléographie. Ainsi, la similitude avec notre écriture actuelle fait qu'il ne s'agit plus de paléographie à partir du XVIIIe siècle. Alors, comment transcrire un texte ? Pour ce faire, j'aimerais vous partager une petite méthode simple que
on avait établi il y a quelques temps. Bon, c'est vraiment une entrée en matière, je vous laisse la découvrir. La paléographie est la science des écritures anciennes. Celle-ci est souvent perçue comme une science complexe et inaccessible pour ceux qui n'y s'y sont pas essayés. Pour notre part, nous avons tendance à considérer que c'est un jeu de l'esprit, un peu comme des mots croisés géants. Prenons un texte pour travailler ensemble et vous allez vite comprendre cette métaphore. Au premier regard, ce texte peut paraître difficile. Or, au deuxième regard, certains mots apparaissent clairement. Cela peut varier d'une personne à une autre, évidemment. Aujourd'hui, ligne 1, année et dessus, ligne 2, église, ligne 3, normand, ligne 4. À partir de ce moment, il convient de ne pas se précipiter. Prenez le temps de bien analyser chacun des termes que vous avez identifiés. Dans « jourdhui », par exemple, de la première ligne, vous observez la présence d'un R bouclé. On retrouve le même R un peu plus loin avec le terme de février ou encore le terme de mer à la ligne 3. Ici, le R est lié directement avec le E bouclé qui précède. Ici, il convient de prendre le temps d'ajouter ces éléments dans votre mot croisé. La découverte du terme de février à la première ligne vous permet aussi de repérer une nouvelle ligature, E bouclé et R à rebroussement. Celle-ci suit peu ou prou la même logique que dans mer. Vous la retrouverez aussi avec le prénom Gérard à l'avant-dernière ligne et dans le nom Vacherat au début de la dernière ligne. Ainsi, à force de comparaison et d'hypothèses, vous parvenez à compléter au mieux le mot croisé si énigmatique au début. Vous commencez à comprendre des logiques de ce texte. Un peu de réflexion vous permet de lever certains doutes et le sens de la phrase permet de lever les doutes restants. Enfin, le dernier travail du paléographe en herbe consiste à résoudre les abréviations. Celles-ci nécessitent souvent un apprentissage que nous proposons. Finalement, nous obtenons pour la première ligne, ce jourdhui 28 février en la, ligne 2, même année que dessus ont été Espo et rayé, ligne 3, espousé en face de notre mère Sainte Église, ligne 4, catholique, apostolique et romaine les nommés, ligne 5, Charles Gobert normand, et Gérard, et enfin pour la dernière ligne, Vacherat. Après cette longue mise au point, sur la définition, la méthode, je vous propose de prendre un petit texte pour l'exemple. Il est clair que pour se comprendre, il me fallait mettre en place un certain nombre de bases et il était donc nécessaire de s'entendre. Il y aura également un certain nombre de points de vocabulaire sur lesquels je vous invite à vraiment faire très très attention. Le texte que je vous propose, et je pense que c'est la dernière fois que je peux m'en servir comme un exemple public, puisque c'est pas la première fois, et là il commence à être un peu éculé. Mais ici, nous avons affaire au mémorial des Le Cornu et Accart, qui est conservé à la bibliothèque municipale de Rouen. Il s'agit d'un écrit de type livre de raison. Initialement, les livres de raison sont des écrits du fort privé qui reprennent la comptabilité domestique. À l'image de celui-ci, certains de ces écrits vont plus loin encore, en reprenant des éléments de la vie familiale, souvent un simple relevé des moments importants, naissance, mariage, décès, mais en fait, généralement, c'est bien plus précis que des registres paroissiaux, et puis on peut avoir un certain nombre d'éléments encore plus diversifiés. Le L de l'article défini le est constitué d'une haste qui descend assez largement sous la ligne d'écriture, avant de remonter en formant une boucle qui tend à rejoindre la lettre suivante. On note ici la présence d'un E gothique à aigrette, composé d'une panse et d'une aigrette relevée vers le haut. Ce E est parfaitement classique dans les textes de cette époque, on en retrouve d'ailleurs d'autres sur cette même ligne. Le quantième de la date est exprimé en chiffres romains 2, suivi d'un E à aigrette en exposant signifiant yem pour deuxième. On restitue dans la transcription 2 et E en exposant. Le mot jour fait l'objet d'une abréviation par suspension au moyen du signe UR. On transcrit jour
Par la rapidité de l'écriture, Leclerc n'a pas relevé la plume entre le E à aigrette en exposant de deuxième et le J de jour, créant ainsi une ligature intempestive. Dans la transcription, on rétablit naturellement l'espace manquant. Il n'y a pas d'apostrophe entre l'article et l'idée D et avril. Les apostrophes étaient très rarement notées à l'époque moderne. Il convient cependant de les rétablir dans une transcription. Le V d'avril, forme ancienne d'avril et du latin aprilis, ressemble en tout point à un N ou un U. À cette époque, ces trois lettres ne sont graphiquement pas différenciées. Seul le contexte permet d'en déterminer la nature exacte. En outre, notez que l'auteur ne pointe pas ses I. Dans le déterminant ODI, notez encore une fois la forme particulière du U. Ce déterminant est aussi abrégé au moyen d'un débarré qui remplace le participe passé dit, accordé en genre et en nombre. Cette abréviation déforme sensiblement la lettre D en position terminale. Le N terminal du mot en est muni d'un second jambage très plongeant. Si cette dernière lettre avait été un U, ce jambage n'aurait pas été plongeant et se serait sagement maintenu sur la ligne d'écriture. Il faut éviter de confondre le N plongeant avec le Y que l'on retrouve dans le terme suivant. Le J majuscule de G est muni d'une barre horizontale purement ornementale. Étant en position initiale, il est bien développé. S'il s'était trouvé en position médiane, il aurait été réduit à un simple I. Comme pour les lettres N, U et V, il n'y avait pas de différence entre les tracés des I et des J en position médiane à cette époque. Une nouvelle fois, on note l'absence d'apostrophe entre J et E. Attention à ne pas confondre le Y de G avec un N terminal au second jambage plongeant. L'OE est terminé par un E gothique à aigrette. On note l'absence d'accent aigu sur ce E terminal. Celui-ci devra être restitué dans la transcription. Le U initial de l'article indéfini une est doté d'un premier jambage très développé, à ne pas confondre avec la haste d'un B. Attention à ne pas prendre l'aigrette du E pour un accent aigu. Le M de maison voit son premier jambage descendre sous la ligne d'écriture. Le I n'est toujours pas pointé et notez la présence d'un S long à crosse qu'il ne faut pas confondre avec un F. Enfin, le N terminal chute en dessous de la ligne d'écriture comme dans le mot en que nous avons vu précédemment. La locution qui suit, à la, pourrait laisser penser à une forme conjuguée au présent de l'indicatif du verbe avoir, puisque le a n'est pas doté d'un accent grave. Or, il s'agit de la préposition. Il faut donc rétablir cet élément dans la transcription. Le terme de rue est initié par un R à rebroussement majuscule. De façon générale, l'emploi des majuscules et des minuscules au début des mots est assez anarchique durant cette époque. On en restitue l'usage dans les transcriptions selon nos normes actuelles. Il s'agit d'une lettre gothique munie d'une hampe soulignée et proche du L. Celle-ci est munie d'un crochet qui forme une double hampe. L'ensemble de la lettre est barré en son milieu, s'ajoute un E bouclé. Comme souvent dans les textes de l'époque moderne, le terme de sainte est abrégé au moyen d'un S barré, auquel Leclerc ajoute en exposant les deux lettres T et E. On transcrit donc de manière classique sainte. Cette abréviation est particulièrement courante. Contrairement à notre usage actuel en écriture humanistique, croix est initiée par un C gothique dont le tracé part de la ligne d'écriture. Leclerc a ici fait une liaison entre le C et le R, ce qui lui permet d'éviter de relever la plume. Le X terminal est tracé d'un seul trait de plume et se termine en boucle
d'extrogir, c'est-à-dire tourner vers la droite. Au terme de notre analyse de la ligne 1, nous avons donc le deuxième jour d'avril, au dit an, j'ai loué une maison à la rue Sainte-Croix. Le participe présent appartenant est orthographié avec un seul P. Sous l'effet de la cursivité de l'écriture, l'aigrette du E gothique se transforme en une boucle pour se lier avec le N qui suit. En position terminale, la ligature N et T se réalise en hauteur, ce qui oblige l'auteur à tracer une barre oblique depuis la ligne d'écriture jusqu'au T. La locution ALA présente la même problématique à la ligne du dessus et que nous avons vu dans la vidéo précédente. Le clerc a ensuite biffé le début du mot veuf, s'étant aperçu qu'il avait écrit par erreur 2F. Dans la transcription, il convient de noter ce mot corrigé, entre crochets et précédé de la notion barré. Le terme de veuf est une forme ancienne du substantif veuve. On retrouve également à cette époque la forme veuve avec un U précédant le F. Dans ce cas, il s'agit de l'adjonction d'un F surnuméraire pour une féminisation du terme masculin veuf. Ces deux mots présentent deux ligatures intéressantes. Et, qui force l'auteur à tracer le E en boucle afin de permettre l'association en position haute avec le T qui suit, s'ajoute un procédé similaire avec la ligature EN au début du mot enfant. Enfant présente une graphie très similaire au S de maison à la ligne précédente. Toutefois, ici, il est doté d'une petite barre horizontale qui le différencie clairement d'un S long à crosse. Le S terminal de enfant est assez semblable à un E gothique à aigrette. Toutefois, ici, la panse est complétée par l'aigrette brisée. On parle alors d'un S terminal à double aigrette. Comme à la première ligne, le déterminant dudit est abrégé au moyen d'un D barré. On transcrit dudit. Cette abréviation transforme sensiblement le D terminal, ce qui doit attirer l'attention du lecteur. Défunt est quant à lui abrégé au moyen d'une suspension. Une boucle remplace les dernières lettres, on restitue bien par défunt. Le prénom Guillaume est abrégé par contraction avec un trait final ascendant, c'est-à-dire montant. Les lettres A, U et M sont ainsi escamotées. On transcrit donc Guillaume. Le C du patronyme Accard est caractéristique de l'époque. Il est tracé en deux traits de plume. La partie supérieure de la lettre forme alors une ligature avec la lettre A qui suit. La transcription de la deuxième ligne nous donne donc appartenant à la veuve et enfant du défunt Guillaume Accard. Passons maintenant à la troisième et dernière ligne. La préposition par se termine par un R à rebroussement. On en retrouve deux occurrences sur cette même ligne. Dans le, relevez la graphie du L similaire au mot loué de la première ligne et la forme bouclée du E qui ne doit pas être confondue avec un accent. Dans pris, on retrouve un X tracé d'un seul trait de plume et qui se conclut par un trait final d'extrogir, c'est-à-dire qui tourne vers la droite. Toutefois, celui-ci est moins prononcé que dans croix que nous avons vu à la première ligne. Les locutions 2 et 4 ne présentent pas de particularité spécifique. On note seulement la présence d'un D oncial légèrement séparé du E qui suit dans une déliaison intempestive. Le E terminal présente une nette rupture entre la panse et l'aigrette. Avec le nombre 20, on retrouve le même type de V que dans une à la première ligne et dans veuve à la ligne précédente.
Le même terme contient des lettres dites ramistes. Il s'agit de l'association d'un i et d'un n qui présentent des graphiques identiques puisque les i ne sont pas pointés dans ce texte. On retrouve la même problématique dans le terme livre qui suit. Or, cette fois, il s'agit de l'association des lettres i et v. Le S terminal peut emprunter diverses formes. À la ligne précédente avec le mot enfant, on a vu qu'il peut être doté d'une double aigrette. Ici, avec le mot livre, il forme une simple boucle. À ne pas confondre avec un H, l'adjectif tournoi est abrégé. On restitue dans la transcription tournoi. Unité de compte, ce terme est tellement usité à l'époque qu'il fait l'objet d'abréviations souvent très déformantes. Il convient donc de bien le photographier mentalement. La préposition par présente une graphie similaire à celle du début de ligne. Le groupe CH de chacun est caractéristique de l'écriture cursive de cette époque. L'arche du A n'est plus formée et est alors remplacée par un prolongement bouclé de la hampe au-dessous de la ligne d'écriture. Enfin, dans les mots chacun et en, on note que le N terminal est classiquement doté d'un second jambage, plongeant lui aussi sous la ligne d'écriture. Au terme de notre analyse et pour la troisième ligne, nous avons donc, par le prix de 80 livres tournois, par chacun en. Alors vous l'aurez compris, la paléographie ne s'improvise pas. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, avec un partenaire Jean-François Viel, une plateforme d'enseignement de la paléographie en ligne. Permettez-moi de vous la faire découvrir rapidement. Voici la page d'accueil. Et dans le sommaire, vous trouverez un certain nombre d'éléments. Prenez par exemple Bien débuter, il s'agit de la catégorie en accès libre. Vous y trouverez l'esprit et la méthode. En gros, c'est ce que je vous ai montré avec la précédente partie sur l'analyse du texte. On axe énormément sur le ductus, c'est-à-dire le tracé des lettres, ce que vous pouvez voir ici et ce que vous avez déjà rencontré avec moi. Vous y trouverez les services disponibles et les tarifs, puisque naturellement il faut bien manger et tout ne peut pas être gratuit, mais par contre, vous y trouverez des conseils en paléographie. Ça, c'est un cycle d'initiation qui est gratuit que nous avons mis en place. En haut à gauche, vous trouverez le menu burger qui vous permet de naviguer si vous le souhaitez. Dans ce cycle d'initiation, vous trouverez un certain nombre de vidéos. On a dû dépasser la vingtaine. Vous y retrouverez celle sur la méthode des mots croisés, mais il y en a d'autres. Comme par exemple ici, tout un cycle de conseils sur l'évolution des écritures, sur le fait d'oublier un certain nombre d'acquis, le fait de procéder prudemment, l'importance du ductus, c'est-à-dire le tracé des lettres, la question de l'orthographe que vous avez déjà rencontrée, je suis certain. Entre les vidéos, vous trouverez également un certain nombre d'articles avec à chaque fois le tracé des lettres, comme c'est le cas ici pour la différence entre le S en crosse et le F, et effectivement tout est dans la barre. On avait déjà pu le voir là dans le texte avec maison, par exemple. Vous trouverez un certain nombre d'éléments comme la chute du N sous la ligne d'écriture en position terminale. Encore une fois, on l'avait avec en ou maison dans le texte précédent. Vous trouverez également, je ne vais pas tous les faire, hein, mais je peux en présenter un certain nombre, la question du P en X, qui est un grand classique en paléographie. Une lettre peut recouper plusieurs graphies, et il convient donc de les connaître. Mais vous inquiétez pas, pour ça j'ai un certain nombre d'outils que je vais encore vous présenter. Les mots croisés, je vous en ai parlé, vous retrouverez la vidéo ici. Un certain nombre de points de méthode comme le fait de comparer, qui est vraiment essentiel pour s'en sortir en paléographie. Là, c'est un petit cas d'école qu'on avait rencontré sur le groupe de paléographie, qui est un groupe bénévole qui s'appelle Paléographie, entre parenthèses, aide bénévole sur Facebook, et qui vous permettra d'obtenir des transcriptions bénévolement. Il y a plus de 4000 personnes dedans qui viennent donner de l'aide.
qui viennent donner de leur temps pour transcrire des textes. Vous y trouverez un esprit convivial. Il y a toujours quelqu'un qui traîne pour corriger en cas d'erreur et apporter des connaissances. Donc je pense vraiment que c'est un outil essentiel. Je répète, donc paléographie, entre parenthèses, aide bénévole. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Toujours en méthode, le fait de se méfier, c'est pas parce que ça se ressemble que c'est équivalent. Vous avez un très très bon exemple ici avec la ligature ER dans perche, que vous retrouvez dans percé, mais qui ne doit pas être confondue avec la ligature, c'est-à-dire l'association de deux ou plusieurs lettres, EO, que vous retrouvez dans asseoir. Voilà, petit point de méthode qu'on retrouve également dans Georges et Gérard, où là clairement le tracé est très similaire, et en fait finalement c'est le sens qui peut vous aider à faire la différence. Un petit point également sur les tableaux alphabétiques, est-ce que c'est véritablement une aide? Je vous invite à le consulter cet article, vous verrez qu'il est un petit peu surprenant. Point excessivement important en termes de méthode, vous trouverez ici les conseils qu'on peut vous donner, les règles que nous avons mis en avant à travers un certain nombre de vidéos, notamment autour de la question des chiffres, des nombres, de la ponctuation, l'accentuation, les abréviations. Bref, allez voir, c'est véritablement un outil excessivement précieux pour vous aider au quotidien. J'ai ouvert le menu burger en gris en haut à gauche pour aller chercher ce qui m'intéresse le plus. Vous trouverez ici un article réalisé avec Gérard Kay, qui est un calligraphe. On a analysé ensemble un texte, lui trace à la plume doigt naturelle, nous on commente. C'est un outil qui est vraiment super, n'hésitez pas à aller voir, vraiment, c'est une vidéo de grande qualité qui dure à peu près une vingtaine de minutes, mais n'hésitez pas. J'ai ouvert le menu burger, vous pourrez y retrouver un certain nombre d'articles. Je vous mets par exemple ceci, c'est parce que je pense que c'est un outil qui peut servir à tout un chacun. C'est un abécédaire qu'on a réalisé pour Paléo en ligne, qui reprend chacune des lettres qui sont classées en fonction des différentes graphies proposées. Et on a fait véritablement l'intégralité de l'alphabet, comme vous pouvez le constater. Je vous invite à le consulter. Vous avez pas mal de choses dans ce cycle d'initiation. C'est un vrai outil pour vous. N'hésitez pas à le consulter autant de fois que vous voulez. Vous y trouverez énormément de choses. En ce qui concerne le fonctionnement de notre site, nous avons mis en place des tutoriels. Pour chaque point que nous expliquons, vous avez une petite vidéo que vous pouvez lancer qui reprend point par point les étapes, et on reprend également image par image, étape par étape. Et c'est véritablement intéressant parce que ça permet, si vous êtes perdu, de pouvoir vous référencer au tutoriel. Et je pense qu'on a plutôt bien fait parce qu'on a eu très peu de questions de fonctionnement sur Paléo en ligne depuis son lancement. Donc finalement, je me dis que ces tutoriels peuvent vous servir. Naturellement, vous trouverez également les conditions générales de vente. Je reviens à mon sommaire de la page d'accueil. J'en profite pour vous présenter un cours. Par exemple, si on prend Novice, qui est vraiment notre grand classique, vous allez y retrouver l'intégralité des cours qui sont disponibles. Ici, le premier sur les écritures, le deuxième sur les formules, les lettres, les ligatures. Je rappelle, les ligatures, c'est les associations de deux ou plusieurs lettres entre elles. Évidemment, ça c'est un point qui est primordial en paléographie. Il ne s'agit pas juste de comprendre les lettres, et pourtant les lettres évoluent les unes par rapport aux autres, elles évoluent à travers le temps, elles évoluent parce que les clercs ont un panel de graphies dans lequel ils peuvent piocher, et de ce point de vue-là, il y a une extrême diversité, il faut être familiarisé, mais il faut effectivement être familiarisé également avec les ligatures, c'est-à-dire ces associations. Vous remarquerez également qu'il y a 2 cours sur les abréviations, et c'est le moins qu'on puisse faire que de mettre 2 cours, puisque c'est véritablement le point central de la paléographie. Un cours également sur les chiffres, un cours sur les dates et unités de compte, un cours sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Je vous montre très rapidement par exemple le premier cours.
Ici, vous avez une vidéo, vous pouvez en avoir comme ne pas en avoir en fonction des cours. C'est vraiment assez variable en fonction de nos envies, en fonction de nos besoins pédagogiques. Mais ici, vous en avez une, par exemple, sur le ductus, c'est-à-dire, je rappelle, le tracé des lettres. Vous avez souvent des petits articles, des points méthodes, des points qui vous permettent de revenir, de circuler à travers la plateforme et de trouver un certain nombre d'éléments. Si j'ouvre par exemple le cours s'ouvre, vous pouvez jouer avec la fenêtre autant que vous voulez. À chaque fois, vous avez un sommaire qui récapitule les points qui seront abordés et un certain nombre de points qui sont ensuite développés dans votre enseignement. Ici, celui-ci fait 17 pages, on en a qui vont jusqu'à 70 pages, c'est vraiment très très variable. On reprend un certain nombre d'éléments, par exemple ici ce sont des vidéos, encore une fois avec Gérard Quay, sur les alphabets, les différents alphabets en calligraphie qu'on explique d'un point de vue paléographique pour vous permettre de progresser. Un petit point méthode qui doit vous rappeler le début de cette vidéo, à quel moment arrête-t-on la paléographie, quelle est la date de fin, je refais ce point avec vous. Mais vous voyez, à chaque fois, vous avez un certain nombre de points, plus des exercices, comme c'est le cas ici. Je vous le présente très rapidement, mais en gros, vous avez un texte. On vous demande de le transcrire en respectant les règles, voilà, de ponctuation. À la fin, terminez le test. On vous demande une confirmation. Vous le faites. Tac. Vous avez toujours une correction qui est très développée. Parce que pour nous c'est véritablement là le point important, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de vous donner une transcription, de vous donner la réponse et de vous dire c'est ça et puis c'est pas autrement. Le plus important c'est véritablement de développer autant que possible, de vous expliquer, de vous permettre de comprendre. Vous donner une transcription sèche, ça sert à rien, personne n'a jamais progressé avec ça. Ce qui compte c'est de vous permettre de comprendre, c'est d'expliquer. Et ensuite, vous pouvez ainsi circuler d'un cours à un autre pour continuer d'interagir, pour continuer de comprendre et d'apprendre avec nous. Donc là, par exemple, c'est le cours sur les formules. Vous voyez, là, il n'y a pas de vidéo, je vous l'ai dit, ça dépend véritablement des enseignements. Si je reviens au sommaire, sur votre page d'accueil, vous avez donc les cours qu'on vient de voir ici, novice intermédiaire. Vous avez ce qu'on appelle des Paléo Plus. Alors les Paléo Plus, c'est des petits enseignements thématiques. Si je vous montre rapidement, tac. Vous en avez un sur les ligatures, c'est-à-dire l'association de deux ou plusieurs lettres. Un sur les abréviations, qui porte uniquement sur les abréviations. Et un dédié un peu plus aux généalogistes que vous êtes, qui peut vraiment vous intéresser. Donc là, on voit la paléographie, mais à travers des textes que vous connaissez bien, type baptême, mariage, sépulture. Et en fait, on utilise les baptêmes, mariage et sépulture, donc les registres paroissiaux, comme un prétexte pour étudier la paléographie. Sur le sommaire, vous avez la formation continue, puisque Paléo en ligne s'adresse également aux professionnels, donc il s'agisse de salariés des dépôts d'archives ou d'une formation continue pour quelqu'un qui serait dans un tout autre domaine. Donc ça, on est agréé. Vous trouverez également le glossaire et la biblio. Donc glossaire et bibliographie, c'est une catégorie qui est en accès relativement libre. Donc vous pouvez y accéder même sans être inscrit à Paléo en ligne. Vous avez par exemple une bibliographie qui est en accès libre, qui reprend tous les ouvrages qu'on a repérés comme pouvant être intéressants pour de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en gros, on a considéré que tous les ouvrages qu'on ne mettait pas, c'est des ouvrages pour lesquels vous n'avez pas nécessairement besoin de faire un achat, puisqu'ils n'ont pas un intérêt pour vous permettre de progresser. Bon, maintenant c'est notre choix, hein, il n'appartient qu'à nous, libre à vous ensuite de choisir ce qui vous intéresse le plus. Vous y trouverez, donc ça c'est réservé à nos abonnés, un glossaire. Le glossaire, c'est un outil qui est vraiment, je pense, intéressant pour servir au quotidien. Donc voilà un peu comment ça se présente. À chaque fois, vous avez un article
ici, hein, ab intesta, qui est une formule qu'on retrouve notamment dans les successions, abondant qui signifie en outre, et vous avez plein d'articles que vous pouvez consulter comme ça pour progresser de vous-même. Ici, l'acre qui est une unité de mesure des superficies. Enfin, voilà. Vous pouvez très bien découvrir énormément de choses en paléographie grâce à cet outil. Mais c'est également un dictionnaire. Vous allez comprendre si vous tapez par exemple Parlum, parce que dans votre texte vous avez Parlum. Donc vous vous demandez à quoi ça peut correspondre et vous avez raison. Et si on tape Parlum dans Paléo en ligne, dans le glossaire, vous allez trouver le bailliage qui est un tribunal de première instance. Avec, à chaque fois, hein, vous avez des occurrences de ce qu'on peut trouver dans les manuscrits. Vous allez trouver la Basoche, pourquoi? Parce que c'est une communauté d'éclairs qui sont actifs dans un parlement, notamment au Parlement de Paris. Donc ça y est, vous commencez à cerner à peu près où je veux en venir. Le Châtelet de Paris qui dépend du Parlement de Paris. Vous allez y trouver là en référence l'échiquier, et pourquoi c'est l'ancien nom du Parlement de Normandie, donc nécessairement. Vous allez y trouver maître, qui est un titre honorifique que l'on donne aux officiers et en particulier aux avocats. Et enfin, la notion de parlement, qui est une cour souveraine, établie pour rendre la justice en dernier ressort, au nom du roi, avec toutes les occurrences, un certain nombre d'occurrences qu'on a pu rencontrer au cours de nos pérégrinations dans les archives. Et ici, vous avez l'abréviation par suspension de Parlum pour Parlement. Et vous comprenez là tout de suite que le document dans lequel vous allez trouver Parlum n'est pas un cas isolé et que cela renvoie nécessairement à Parlement. Et donc, bingo, ça vous a permis une comparaison fort intéressante et qui vous permet de trancher. Vous pouvez l'utiliser également par lettres. Ici, vous pouvez par exemple aller dans L et vous allez trouver tous les articles dont le terme commence par L. C'est le cas ici de laïque, que l'on retrouve souvent. Notamment au Parlement, un avocat en cours les laïcs. Donc ça, c'est un autre moyen d'utiliser cet outil. Vous pouvez également l'utiliser par catégorie, puisqu'on a rangé un certain nombre de termes par catégorie. Par exemple, ici, vous avez une catégorie sur l'imposition. Donc là, vous allez y trouver les aides, la capitation, enfin voilà. Donc, le glossaire, c'est un vrai outil qui peut vous servir au quotidien en tant que paléographe. Dans vos recherches, ça vous permet de faire des comparaisons. Je reviens à mon sommaire. Vous y trouvez également un accès aux bases de données, et alors là, c'est véritablement la valeur ajoutée, la plus-value de Paléo en ligne, parce que c'est un autre outil qui peut vous servir au quotidien. Alors, les bases de données, c'est uniquement réservé à ceux qui bénéficient de nos services. Si vous prenez l'un de nos services, ce n'est pas limité dans le temps. Donc, vous pouvez très bien acheter un cours novice, apprendre plus tard, mais vous servir des bases de données quand vous en avez envie. On ne fonctionne pas du tout par un système d'abonnement, donc une fois que vous bénéficiez de ce service, vous y avez le droit et vous n'avez pas à repayer au fur et à mesure du temps. Bref, je reviens à mon index puisque c'était le sujet. Vous avez un certain nombre d'éléments au début. Par exemple, vous pouvez repérer la numérotation des pages. Vous savez que de la page 1 à 114, ça renvoie à la base numéro 1 qui porte sur les contractions, par exemple. Là, vous avez la liste des bases à l'heure actuelle. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous cherchez un terme, je sais pas, moi, on va prendre là, vous pensez avoir affaire dans votre texte au terme d'héritier. Comment vous en assurer? Eh bien, en faisant par exemple des comparaisons. Et là, vous pouvez savoir que de la page 26-27, donc la base de données des contractions, vous allez avoir des héritiers qui vous permettront de comparer. Donc, si vous revenez en arrière, et voici. Vous avez accès à votre base de données des contractions et vous savez ensuite que vous avez 114 pages. Pour vous référer à l'index, la page de référence est celle notée en bas à droite. Et vous pouvez ensuite naviguer à travers la base de données pour aller rechercher les éléments qui vous intéressent.
Et si je me rappelle bien, on cherchait à la page 24, quelque chose comme ça, non 26, héritier, et vous avez un certain nombre d'éléments, donc je peux zoomer un peu, hein, voilà. Vous avez un certain nombre d'éléments, comme c'est le cas ici, héritier, qui vous permettent d'effectuer des comparaisons avec ce que vous cherchiez initialement, et peut-être de confirmer votre intuition ou non. Vous avez comme ça à peu près 20 000 termes qui sont recensés dans nos bases de données, lesquels sont classés en fonction de ce qu'ils présentent en termes de paléographie. Donc les abréviations, vous avez vu les contractions, mais vous allez avoir également les abréviations par suspension. Vous avez les lettres, les ligatures, les chiffres et les locutions particulières. Alors cette base, c'est un peu notre cabinet des curiosités privées, comme le montre cet exemple de Pierre Delacroix, avec une croix ici, qui est finalement un usage assez rare, notamment pour les patronymes. Alors voilà, on a recensé un certain nombre d'éléments, notamment des variantes orthographiques, des formules, un certain nombre de points qui peuvent vous servir au quotidien. Je reviens rapidement pour vous présenter les tarifs. Vous avez naturellement accès au cycle d'initiation gratuit, ça c'est gratuit, donc c'est pour tout le monde. Les cours, vous avez accès à un enseignement de niveau novice ou un enseignement de niveau intermédiaire. Bon, le tarif peut vous paraître élevé vu de loin comme ça, mais il faut savoir qu'on fonctionne pas du tout comme un système d'abonnement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous ne payez votre service qu'une fois, et après vous gardez l'accès autant que vous le souhaitez. Vous pouvez naturellement l'utiliser ou ne l'utiliser que plus tard, ou l'utiliser uniquement quand vous en avez besoin. Vous pouvez revenir, refaire les exercices autant de fois que vous voulez, et surtout, vous gardez l'accès au glossaire, vous gardez l'accès aux bases de données, et peut-être le plus intéressant pour vous, c'est que vous continuez de bénéficier des avancées. C'est-à-dire, nous, régulièrement, on met à jour ce site, on met à jour un certain nombre de choses, on fait des recherches qui font que la science progresse, et vous bénéficiez de ces recherches, vous bénéficiez de ces avancées au fur et à mesure du temps. Nous arrivons au terme de cette présentation que j'ai voulu un peu dense. J'avais beaucoup d'idées en tête, mais j'ai préféré faire simple et le plus efficace possible. Toutefois, vous l'imaginez bien, la paléographie est une science d'une grande richesse et sur laquelle je peux m'étendre longuement. Ainsi, si vous souhaitez échanger avec moi, nous pouvons nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez également me faire parvenir des photos d'actes à transcrire par mail. Bref, nous ne sommes pas sans nous revoir.